Il nous revient à Christian Châtelier et moi-même de vous présenter le portrait de Louis XIV du musée de la Chartreuse de Douai. Que voici, donc il s'agit d'une photo avant restauration. Pour ceux qui l'auront vu dans l'exposition, vous voyez tout de suite que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Christian vous présentera les différentes étapes de la restauration, donc vous verrez avec lui comment c'est passé de cet état-là à celui des salles. Et pour ma part, je vais vous présenter le tableau avec un angle plus tourné vers les questions d'attribution. Donc ce tableau est l'un des témoignages de l'activité de Charles Lebrun en tant que portraitiste du roi. Le tableau ne lui revient pas, puisqu'en fait c'est un tableau qui a été peint d'après un modèle perdu de Charles Lebrun et qui représente Louis XIV au moment du siège de la ville de Douai. Donc la prise de la ville a eu lieu entre le 30 juin et le 4 juillet 1667, lors de la guerre de dévolution. Cette guerre de dévolution qui est la première des guerres menées par Louis XIV. En juillet 1667, Louis XIV envahit la Flandre. La ville de Douai est alors espagnole et elle était assiégée et prise en 3 jours. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle qui entérine l'annexion de la ville. Donc le traité date du 2 mai 1668. Et ce tableau a été donné par Louis XIV à la ville de Douai le 28 juillet et déposé le 28 août 1668. Donc très peu de temps finalement après l'annexion de la ville. Donc ici Louis XIV apparaît portant l'armure. Il désigne de son bâton de commandement la ville donc, qui se trouve à l'arrière-plan. Il monte un cheval en levade, il dirige son regard vers la droite. Et donc cette représentation, comme toute une série de tableaux de portraits équestres de Louis XIV, se traduit la volonté d'illustrer la légitimité de l'autorité royale à travers l'évocation d'un fait militaire. Donc ce portrait équestre s'inscrit dans une série de portraits à l'iconographie martiale dont on doit le modèle original à Charles Lebrun. Ce motif, donc du roi sur le cheval en levade, s'impose dans les années 1660-1670 et c'est le modèle de Lebrun qui aujourd'hui a disparu, qui donne en fait pour ces années-là le motif principal. Le tableau disparu de Lebrun mesurait environ 357 cm sur 292. On le connaît car il apparaît dans les comptes royaux en 1663, date à laquelle le menuisier Jacques Proux et le doreur Goujon de la Baronnière sont chargés d'encadrer le tableau. Et il est décrit également par Félibien qui en donne une très longue description. Le souverain y est, je cite, représenté armé de toutes pièces et monté sur un cheval. Il y a dans l'air et sur des nuages doux et agréables 3 figures de femmes. Celle qui paroie la première est vêtue d'un habit simple et modeste. Elle a une couronne d'or sur sa tête et tient dans sa main une corne d'amalté d'où sortent plusieurs pièces d'or et d'argent, des perles et des pierres précieuses. La figure qui la suit est une autre femme que l'on voit de front. Elle tient 2 trompettes dans ses mains et semble souffler avec violence dans celle qu'elle tient de la main gauche. La troisième de ces figures est derrière l'image du roi. Elle a des ailes au dos, l'air du visage, mâle et gracieux, tout ensemble, et sa contenance marque quelque chose de grand et d'illustre. Elle est assise sur un nuage et tient le casque du roi à la main. L'on juge assez que ces 3 figures représentent l'abondance, la renommée et la victoire. Nivelon, dans sa biographie de Lebrun, mentionne également le tableau, mais beaucoup plus brièvement. Donc ce tableau perdu de Lebrun, dont on a un témoignage ici par une copie qui se trouve en République tchèque à Sicro. Ce tableau commémorait l'achat et l'entrée triomphale du roi dans la ville de Dunkerque en décembre 1662. Décembre 62 est la date qui constitue le point de départ de l'exécution du tableau de Lebrun. Dans son mémoire des travaux pour le roi, Adam Frans van der Meulen indiquait pour sa part et indiquait fièrement être l'auteur de l'arrière-plan de la ville. Donc la ville de Dunkerque était peinte par van der Meulen et le portrait équestre par Lebrun.
Donc cette œuvre qui est perdue est aujourd'hui connue par 2 copies en format réduit, celle que je vous ai donc présentée à l'instant, donc à Sikrov en République tchèque, et une autre dont la localisation actuelle nous est inconnue. On connaît également cette œuvre perdue par une gravure que l'on doit à Gilles Rousselet, qui est datée de 1664, qui reprend le même motif de Louis XIV sur son cheval. Alors Thierry Bajou avait également émis l'hypothèse que le buste peint de Louis XIV qui est conservé à Versailles aurait pu être un fragment de ce tableau perdu réalisé par Charles Lebrun. Je crois qu'aujourd'hui on a écarté cette possibilité, mais je voulais quand même vous montrer ce portrait qui peut être mis en relation tout de même avec le portrait équestre. Donc si nous savions grâce à Félibien et à ses descriptions que la première version de la composition revenait bien à Charles Lebrun, le tableau qui est conservé à Douai, qui nous occupe ici, n'a pas encore définitivement trouvé son auteur. Cependant, une piste nous mène vers un artiste qui évolue dans l'entourage de Charles Lebrun à l'Académie royale. Entre 1668 et 1680, pas moins de 22 portraits équestres du roi sont mentionnés dans les comptes du Trésor royal. Ces tableaux étaient offerts et assuraient ainsi la diffusion de l'image du roi. Ils étaient réalisés par différents peintres et ils reprenaient la plupart du temps les grands modèles officiels, donc parmi lesquels les modèles mis au point par Lebrun et ceux mis au point par Pierre Mignard. Le peintre Pierre Rabon est cité dans les comptes royaux comme l'auteur de 15 tableaux sur les 22 portraits recensés dans les comptes, donc ce qui est une part importante. Les dimensions du tableau de Douai correspondent à celles de l'un des portraits équestres du roi, payé à Rabon en 1669 et mentionné dans les comptes royaux comme un portrait de sa majesté à cheval de 10 pieds de haut sur 8 de large. Nous avons donc proposé, avec Jean Vité, dans un article qui est paru en 2013 dans la revue Versalia, de voir dans ce tableau de la Chartreuse de Douai une variante d'après Charles Lebrun de la main de Pierre Rabon. La représentation de la ville de Douai à l'arrière-plan pourrait revenir également à Van der Meulen. C'était déjà le cas donc, dans l'original de Lebrun, puisqu'il avait déjà réalisé la ville de Dunkerque. Et nous pensions que Van der Meulen était peut-être également l'auteur de cet arrière-plan ici qui figure Douai, car dans son mémoire, donc le mémoire de Van der Meulen qu'il a rédigé de son vivant, indique qu'il a contribué, outre le paysage de Dunkerque, qu'il a contribué à l'exécution de 2 autres portraits du roi, sans avoir pour autant spécifié qui étaient les auteurs de ces 2 autres portraits royaux. Donc, le tableau de Douai pourrait être l'un des 2 portraits évoqués dans le mémoire de Van der Meulen. Alors, Pierre Rabon est un peintre très peu connu, pour l'instant. Il fut agréé à l'Académie royale le 28 février 1660, sous la direction d'Antoine de Ratabon, dont il a fait un portrait, et c'est d'ailleurs avec ce portrait qu'il est reçu au sein de l'Académie le 3 juillet 1660. Donc je vous présente ici le portrait de Ratabon par Pierre Rabon. Il a également peint un portrait de l'orfèvre Roupert qui est connu par cette gravure de Caussin. Alors je ne vais pas vous montrer tous les tableaux de Pierre Rabon, ils sont très peu nombreux. En fait, on connaît 3 tableaux et 2 ou 3 gravures d'après ces tableaux. Donc c'est un corpus qui est pour l'instant très peu étendu. Ces œuvres, donc là je vous montre une œuvre certaine et une gravure qui bien sûr est d'après lui, comme la lettre l'indique. C'est très difficile hein, finalement de rapprocher stylistiquement le tableau de Douai des œuvres que l'on connaît de Pierre Rabon, déjà parce qu'on connaît très peu d'œuvres, et ensuite parce qu'il s'agit pour le tableau de Douai d'une copie d'après un motif de Lebrun, donc on peut imaginer aussi qu'il s'est adapté à son modèle, ou qu'il a une certaine fidélité au modèle de Lebrun. Donc
on peut difficilement assurer qu'il s'agit de la main de Pierre Rabon, mais plusieurs faisceaux d'indices, et notamment ces nombreux portraits que Pierre Rabon, ces portraits royaux que Pierre Rabon a réalisés sous par les commandes que Pierre Rabon a faites pour le roi, et ces paiements qui indiquent les dimensions exactes du tableau de Douai nous laisse présager que c'est tout à fait possible que Pierre Rabon ait eu la charge de répéter et de réaliser bon nombre de portraits, dont certains d'après Lebrun. Voilà. Donc je vais laisser Christian Châtelier vous présenter les différentes étapes de la restauration du tableau qui a bien changé. Avant de vous présenter la restauration elle-même, si vous le voulez bien, je vais vous présenter les différents moments qui ont marqué son histoire matérielle, puisque ça a pu donner lieu à des interventions préalables, enfin avant notre intervention, la nôtre. Le tableau, donc, Karen l'a précisé, arrive dans les collections de la ville de Douai, dans un premier temps à l'hôtel de ville où il est présenté. Il regagne ensuite, plus tard, au XIXe siècle, au début, dans les années 20, l'ancien musée, où il est présenté avec les collections. Nous savons qu'en 1829, il est restauré par le peintre Emmanuel Vallée. Il est probablement restauré à nouveau au moment de la guerre 14-18, après avoir été récupéré dans l'ancien musée à Douai, le tableau ayant été évacué par les Allemands en 18. Peut-être avec un passage à Bruxelles, enfin les détails sont... Voilà. En tout cas, on peut imaginer qu'il a été restauré à ce moment-là, de même qu'en 1944, après la guerre de 39-45, puisqu'en 1944, la ville a été bombardée avec destruction de l'ancien musée la nuit du 11 août, et une restauration encore plus importante, certainement, en 1947, lorsque le tableau a été volé, puis retrouvé, en pleine campagne, dans le champ d'un cultivateur, détail anecdotique, le tableau était roulé à l'intérieur d'un tuyau de gouttière, ce qui laisse déjà présager que le tableau n'était pas rentoilé à ce moment, puisque pour le rouler aussi étroitement, ça aurait provoqué beaucoup plus de dommages que le tableau n'en présentait. Cette restauration, à la suite de ces désordres et de ces gros dégâts, la restauration a été réalisée en 1957, donc 10 ans plus tard, soit une année après la réouverture du nouveau musée, le musée de la Chartreuse, en 1958. Le tableau a été restauré, il subsiste des mémoires de restauration, notamment de Raymond Lepage, qui était un restaurateur à l'époque agréé des musées. Et puis dernièrement, et là tout récemment, suite à l'exposition de Lebrun à Versailles en 2009, le projet de lancement a été lancé en 2013, comme quoi les expositions suscitent de nouveaux projets. Le projet de restauration a été lancé par Anne Labourdette, le directeur conservateur du musée de la Chartreuse de Douai, avec... Donc, pour cela, la ville a été aidée sous forme de subvention par la DRAC, Nord-Pas-de-Calais, ainsi que par des associations des amis de musées, notamment le mécénat de Musée Art, la Société des Amis des Musées et la Fédération régionale des Amis des Musées de Nord-Pas-de-Calais. Anne Labourdette a souhaité s'adresser au service de restauration des musées de France, au service de restauration et de recherche des musées de France, de manière à bénéficier des compétences scientifiques et historiques. Donc on fait partie de ce comité suivi par, dans un premier temps, Isabelle Cabilic puis Stéphanie Desproux, les conseils scientifiques donc assurés par Myriam Boyer, Isabelle Cabilic, Karen Chastagnol, Bénédicte Gadi, Nicolas Milovanovic, Béatrice Sarrazin et Jean Vité. La restauration a été assez importante, tant fondamentale au niveau du support comme au niveau de la couche picturale. Elle a duré plus d'un an et 3 mois. Nous étions 6 restaurateurs, France de Vigry, mandataire, Elena Dupré et Frédéric Morier sont occupés de la couche picturale, et le support, Emmanuel Joyereau et moi-même, et Jean-Pierre Galopin s'est occupé du cadre.
Donc, la première étape consistait à faire des examens préalables. Alors, pour vous décrire un petit peu la technique d'origine, nous sommes en présence d'une peinture à l'huile sur toile, évidemment. La toile est constituée de 3 laits. Donc, vous avez en rouge les coutures d'origine. La matière picturale, rapidement, je peux vous dire qu'elle est assez fine, très peu d'empattement, et elle est réalisée sur une préparation rouge, une sous-couche, sur laquelle les couleurs sont mises en place pour élaborer les valeurs progressivement au cours de l'exécution. Et ça a son importance parce qu'on va voir plus tard que dans les usures, elle transparaissait pas mal. Voilà. Alors voici donc au niveau du support comment ça se présentait. Donc on avait effectivement la vision au revers d'un rentoilage qui datait vraisemblablement des années 57 et d'autres restaurations antérieures, plus ou moins partiellement dérestaurées. Je vais vous expliquer de quelle manière, par rapport à ce qu'on a pu identifier. Ici, en jaune, les déchirures, peu étendues mais assez nombreuses, et en rouge, les lacunes de la toile d'origine qui ont dû être comblées pour pouvoir rétablir la continuité structurelle du tableau, avant de pouvoir évidemment réintégrer les lacunes sur le plan esthétique. C'est lourd. On peut voir sur ce document en lumière rasante, document qui provient de l'imagerie scientifique du service de restauration du Musée de France. Elle est en lumière rasante, elle met en évidence les nombreuses déformations liées aux accidents. Alors par exemple, ici, avec ma petite flèche, je peux peut-être vous présenter. Donc là, les lacunes de toile qui apparaissent ici, par là. On peut voir que, je ne sais pas si vous voyez très bien, moi d'ici, je ne vois pas du tout, que ça correspond évidemment, toutes les zones qui apparaissent chaotiques sont évidemment les zones les plus endommagées et qui auront donné lieu à beaucoup de repeints que nous allons voir ensuite. Ça correspond aussi évidemment à des taches d'humidité au revers. La photo est partie, mais il y avait des taches, on voyait l'ancien châssis. Et donc ces lacunes de toile ont été incrustées par des incrustations textiles et aussi par des masticages, comme on peut le voir dans le rond rouge là-haut, qui évidemment tiennent beaucoup moins bien au niveau stabilité, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, de continuité sur le plan des matériaux. Des cloques en grand nombre, des décollements, des déchirures qui ont des tendances à remonter, comme à côté du visage de Louis XIV. Ici, les incrustations de toile très très altérées, avec des décollements importants du rentoilage lui-même. On peut voir même la gaze sous-jacente ici, qui apparaissait. Donc vraiment un désordre très conséquent dans ces parties, toujours sur le bord dextre principalement. Et puis on a à cette étape-là pu voir avec l'imagerie, notamment des éclairages en lumière ultraviolette, l'ampleur des repeints. Alors vous avez ici le vernis qui apparaît oxydé avec probablement, vu la fluorescence vert-jaune, on est habitué à identifier les résines naturelles type mastic et damar. En noir, la fluorescence des repeints transparaît en brun sombre comme ça, le plus sombre étant au-dessus du vernis et les masses un peu plus diffuses, beaucoup plus largement étendues au-dessous du vernis, comme par exemple par là. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien le document. Les repeints, donc, par exemple sur le bâton du commandement, très très couvrants, altérés chromatiquement, qui ne sont pas forcément uniformes. Peut-être qu'il y a eu des pertes aussi à ce stade-là. Et dans l'avant du cheval, au niveau d'une déchirure, on peut voir que les repeints sont bien étendus au-delà de l'accident lui-même. Les repeints étaient évidemment très très présents sur les bords.
Les bords, petit détail, ont été coupés à plusieurs reprises, donc c'est difficile d'imaginer le format définitif tel que l'a décrit Karen, puisque ils ont été coupés probablement en 14 lorsque les Allemands l'ont découpé à l'intérieur du cadre pour l'évacuer, et au moment du vol en 47, ça a été évidemment recoupé, donc on en a seulement le vestige sur la partie gauche comme ça. Il y avait énormément évidemment de soulèvements de matière picturale tout au long de ces accidents, c'est ce qui est zoné en bleu là, assez étendu, avec des décollements du rentoilage, on peut le voir ici, et beaucoup de petits écaillages de matière picturale sous forme de petites écailles qui risquaient de chuter. Donc, dans un premier lieu, la restauration a consisté à sécuriser ces zones avant d'intervenir. Là, ici, avec la couverture des papiers de protection. Et à partir de là, le nettoyage de la peinture a pu être réalisé d'abord avec des tests préalables. On peut le voir ici, les premiers essais où le jabot apparaît beaucoup plus clair. Au niveau de la spalière de l'armure, la zone a l'air assez diffuse, mais ça correspond à la perruque. Mais il y a déjà des petites usures qui apparaissent, et devant le front du cheval, les petites déchirures parmi les plus localisées. Au fur et à mesure de l'avancement, on s'est concentré sur les zones progressivement les plus accidentées, de manière à comprendre un petit peu ce qui se passait. Là, on voit le nettoyage en cours, avec le ciel qui a énormément changé. Les accidents sont vraiment très très étendus dans cette partie-là, tout comme de l'autre côté. Heureusement, la figure de Louis XIV sur son cheval reste la plus épargnée. Voici la masse nuageuse avant les repeints. On peut voir que c'est assez massif par rapport à ce qui apparaît après nettoyage. C'est beaucoup plus aérien. Les accidents, on a ici les incrustations textiles, ici les comblements par des mastiques de la toile d'origine, ces manques de la toile, ici des lacunes de la couche picturale, au-dessus des ruptures et des déchirures avec des pertes de matière limitées. Et puis on peut voir aussi que toute la partie bleu-gris laisse transparaître la préparation sous-jacente, puisqu'il y a de nombreuses usures. Le bleu, apparemment, les résultats d'analyse ne l'ont encore pas déterminé, enfin, on n'a pas encore, je crois, à l'heure qu'il est le résultat proprement dit, mais on suppose une forte présence de lapis-lazuli. Alors ici, un exemple de la sous-couche rouge qui transparaît dans les usures, c'est dans la masse du ciel. Voici les images suivantes, les divers accidents tels qu'on les a découverts au cours du nettoyage. Des mastiques très très débordants, bien limités, enfin très peu limités autour de l'accident, qui débordent en épaisseur et en superficie. La déchirure sur le flanc du cheval, les mastiques. Alors, deux sortes donc de comblements de lacunes de toile, des mastiques ou alors, parmi les dernières interventions, des prélèvements de toile provenant de notre tableau qui laissent apparaître des motifs qui n'ont rien à voir évidemment avec la composition. Voici une vue, j'ai pris cette vue parce que la suivante est un peu moins éclairée, on se rend compte du degré de nettoyage. Les choses deviennent beaucoup plus légères, l'harmonie chromatique est beaucoup plus intéressante. Le traitement du support a pu être réalisé dans la phase suivante. Ici, la toile de rentoilage, donc qui laisse apparaître un petit peu les accidents. Nous avions des comblements de textile de gaz au revers, avec la colle de rentoilage qu'il a fallu éliminer progressivement, ici en phase d'allègement. Au-dessous, dans cette partie-là, c'est assez confus, mais globalement, nous avons pu identifier
des pièces composites d'une campagne de restauration intérieure avec un recouvrement d'enduit huileux. C'était un petit peu la mauvaise surprise. Ça a donc suscité un travail beaucoup plus important. Et encore au-dessous, des incrustations et des mastiques antérieures, donc plusieurs campagnes de restauration conséquents aux différents accidents que l'œuvre a subis dans son histoire. Voici le recouvrement d'enduit huileux avec une incrustation de textile qui n'est pas posée droit fil, ce qui posait des dommages au niveau de la réintégration. L'enduit huileux en cours de dégagement, ici au niveau d'une couture qui était bien conservée, c'est bien évidemment la toile d'origine. Donc un nettoyage important et nécessaire pour pouvoir faire un nouveau refixage, cette fois-ci général, non plus par la face mais par le revers sur l'ensemble de la composition, avec ici l'état après traitement et pose d'une gaze préalable, et enfin le renfort. Alors le rentoilage ancien n'a pas été renouvelé exactement de la même manière, évidemment avec de nouveaux procédés, mais on a pris le parti, avec le conseil scientifique et son accord bien évidemment, de partir sur quelque chose de plus stable, avec un matériau, avec un doublage synthétique, qui permettait d'avoir un meilleur comportement pour sa future conservation au musée. La réintégration picturale a été réalisée à la suite de cela. Plusieurs images en rappel des différentes phases avant intervention, après masticage où on voit l'étendue des lacunes, et après réintégration sur ce côté-ci. Voilà. Je vais vous faire voir des petits détails. Donc la reconstitution des parties lacunaires, notamment sur la colonne, le dessus de la colonne, où on a pu retrouver l'aspect marbré. Avec la réintégration était évidemment de type illusionniste. Le flanc du cheval, avant et après réintégration, qui comprenait également les usures présentes et les lacunes de la matière picturale. Ici, la masse nuageuse qui présentait beaucoup de problèmes, alors pas vraiment de problèmes de reconstitution, mais quand même il fallait rester à la fois léger dans l'intervention, mais faire le minimum nécessaire de manière à retrouver la structure des volumes, la légèreté du côté vaporeux des masses nuageuses. Le détail suivant montre les usures de la couche picturale telles qu'elles apparaissaient dans les personnages ici, et il a fallu passer par des glacis pour arriver à faire calmer la chose et mettre en évidence les cavaliers. En toute dernière étape de restauration, nous avions une masse rocheuse qui était assez mal définie. Le conseil scientifique a souhaité qu'on davantage, de manière à retrouver un petit peu plus de structure à ce niveau-là, ce qui a permis de rétablir le plan, l'avant-plan au-dessous du cheval avec l'arrière-plan. C'était assez essentiel. Et nous avons terminé par des mesures de conservation préventive qui consistaient essentiellement à mettre un dispositif pour le transport de l'œuvre ici et au moment de son retour, avec un calage anti-vibratoire et une protection au revers étanche constituée en polycarbonate, un panneau de polycarbonate ici qui fonctionne un petit peu comme le système de double vitrage avec de l'air enfermé à l'intérieur, l'air étant le meilleur isolant entre deux milieux différents. Je remercie évidemment Anne Labourdette et son équipe, la ville de Douai, les différents mécénats, la DRAC Nord-Pas-de-Calais, le comité scientifique qui nous a beaucoup soutenus, ainsi que le musée de Volance de m'avoir invité pour présenter ce travail, ce qui n'est pas si courant pour nous. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.